démarre cette table ronde. Donc, les derniers s'installent. Je suis ravie de vous accueillir sur ce sujet qui est innovant, le biomimétisme et l'accompagnement entrepreneurial. Je vous remercie d'être présent. Donc, je suis Fanny Morel. Et donc, je vais introduire en rappelant ce que Marie-Hélène a évoqué tout à l'heure. On parlait de biomimétisme et elle a utilisé l'adjectif de barré, un peu perché. Donc moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de cette table ronde, vous ayez un peu une image différente du biomimétisme, que ça soit quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, plus pragmatique, que ça vous parle, que vous puissiez en parler. Elle a expliqué aussi que dans vos métiers, vous aviez à une époque une approche qui était plutôt technique, que actuellement vous réintégriez l'humain. Et la question que je soulève, c'est pourquoi ne pas réintégrer aussi la nature, le vivant dans votre métier. Donc ça va être le challenge de nos experts et de nos intervenants, que finalement de vous amener à réfléchir et de réfléchir avec vous sur l'opportunité d'intégrer cette dimension supplémentaire qui est celle de la nature. Donc nous avons ici 3 experts. Donc Catel Bosser, qui est multi-entrepreneuse, qui nous vient de loin, parce qu'elle arrive de Lausanne. Elle a mis un petit moment pour arriver hier. Et elle accompagne dans une de ses activités des entrepreneurs sur la base des principes de la permaculture. Elle a également, elle a accompagné jusqu'à 150 personnes et elle a également écrit 2 ouvrages qui s'inspirent de la permaculture dans notre quotidien, à la fois personnel et professionnel, dont le professionnel c'est Blooming Companies, précis de botanique à l'usage des entreprises florissantes. Donc voilà, c'est déjà un titre assez bucolique. Nous avons également Bertrand Montfort, qui lui est ingénieur agricole, qui est beaucoup intervenu dans les pays du Sud, également entrepreneur, puisqu'il a participé à la création de l'Institut Inspire, qui intègre tout ce qui est biomimétisme dans les entreprises. Et aujourd'hui, il est consultant et partenaire pour le CEBIOS Occitanie, qui est donc un institut qui valorise le biomimétisme. Et il est le responsable du projet Biomime OC pour le CEBIOS. Vous en saurez plus très vite. Et enfin, Philippe Veillon, qui a une double formation. Il est à la fois ingénieur environnemental et accompagnateur comme vous. Donc, il a été entrepreneur et aujourd'hui, au sein du CREDER, il accompagne des entreprises et des porteurs de projets dans tout type de projets, mais qui peuvent être aussi innovants liés au biomimétisme. Donc leur challenge, c'est que d'ici 1 heure, vous voyez clair, que ce soit beaucoup plus concret pour vous. Et je reviens aussi sur ce qui a été dit ce matin par Karim Duval, qui a beaucoup parlé de cette génération Y qui est dotée d'énormes qualités, nombreuses et variées, et qui est aussi très sensible au sujet du respect de l'environnement. Et d'ailleurs, ils ont créé un manifeste du réveil écologique pour ne plus aller intervenir dans des entreprises qui ne s'engagent pas dans des transitions volontaires. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui est au cœur de vos pratiques et au cœur des entreprises qui vont être créées. Donc, je suis ravie qu'on en parle aujourd'hui. Et Philippe, je te passe la parole. Donc Philippe, c'est lui. Pardon, Bertrand. Je te passe la parole donc, pour nous présenter plus finement ce dont on va parler. Oui, merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en fait, mon rôle, c'est essentiellement de vous dire en quoi ça consiste, en gros. Le biomimétisme, alors l'étymologie est assez facile. Imiter la vie, après ça, on se dit, mais imiter la vie, oulala, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi imiter la vie? Eh ben, la vie, en fait, elle existe sur Terre depuis près de 4 milliards d'années. Et finalement, c'est un modèle dont on s'est peut-être un petit peu détourné. Alors, je ne vais pas vous refaire l'historique depuis Descartes en disant que l'homme, finalement, ne ferait pas partie de la nature ou de la biosphère. Non, imiter la vie, c'est véritablement utile parce que la vie est un formidable moyen de créer de la valeur, de stocker une information utile pour la faire prospérer. Et donc également une école d'adaptation et de résilience, hein, pour utiliser un terme qui est assez courant. Donc c'est pas d'aujourd'hui bien sûr que l'homme s'inspire du vivant. C'est probablement contemporain à l'émergence de l'espèce humaine, d'observer autour et de voir comment et de réfléchir à la manière de reproduire les phénomènes observés. Bon, Léonard de Vinci, c'est bien connu, lui se focalisait sur la notion de perspective pour le futur. On observe la nature pour se projeter dans l'avenir.
S'agissant de Pierre-Gilles de Gennes, eh bien, il était dans une logique finalement d'humilité. C'est-à-dire, la nature est extrêmement complexe, la richesse de ce que propose la biosphère doit nous amener à être un peu plus humble en tant qu'être humain. Et puis, Janine Benyus, qui a en quelque sorte popularisé en 1997 le terme et la philosophie du biomimétisme, et je reviendrai sur cette notion, eh bien, en fait, a mis en évidence le fait que la vie, la nature sont des sources de connaissances. Et probablement, il y a davantage à comprendre qu'à innover. Voilà le propos. Alors, on voit beaucoup de choses qui ressemblent à des oiseaux. Hein. Ça, c'est la gare TGV de Lyon, de l'aéroport de Lyon. Bon, ça ressemble à un oiseau. Hein. Plus près d'ici, à Montpellier, on a un arbre blanc. C'est comme ça qu'il l'appelle. Voilà, ça s'inspire des formes, c'est une espèce de métaphore d'un être vivant. Et puis, on peut aller jusqu'à ce tabouret de bar qui ressemble à un flamant rose. Ok, ça s'inspire du vivant, mais c'est simplement du biomorphisme. On s'inspire d'une forme vivante. Alors, dans un registre qui a plus à voir avec une imitation fonctionnelle du vivant, en termes de forme, en termes de propriété, eh bien, on a des exemples qui sont très connus, mais qui sont encore là plus dans la notion d'une technologie qui va aller voir ce qui se passe dans le vivant et qui va finalement reproduire une capacité du vivant à s'accrocher au poil d'un animal pour disséminer les graines à distance du pied mère. Un système de nettoyage, l'effet lotus, qui est aussi bien connu pour les propriétés non mouillantes de la feuille, qui est très courante d'ailleurs chez les végétaux. Et puis voilà, le nez du Shinkansen inspiré du bec du martin-pêcheur, ou encore les extrémités des ailes des avions qui ont amélioré la faculté de pénétration dans l'air, réduit la consommation en inspirant à partir de l'observation des rapaces, notamment les aigles, eh bien, l'extrémité des ailes. Et ça continue dans le domaine aéronautique. Hein, dans la lignée de Léonard de Vinci, il y a beaucoup d'innovations qui sont obtenues en s'inspirant du vivant. Alors, est-ce qu'on est dans le biomimétisme ou pas? Eh bien, pas tout à fait, parce que dans le biomimétisme, il y a une notion supplémentaire. C'est qu'on ne va pas juste imiter une caractéristique particulière du vivant, on va répondre de manière beaucoup plus globale à ce qui se passe dans la nature et à la manière dont le vivant se régénère, évolue, coopère également, et on viendra bien sûr à ces notions de coopération à propos de création d'entreprise, à propos d'économie tout à l'heure. Donc on est dans une philosophie donc de développement durable, de soutenabilité. Et alors, le biomimétisme n'est pas simplement une méthodologie d'innovation, c'est aussi un mode de pensée. Et ce mode de pensée, on n'en change peut-être pas du jour au lendemain, et c'est pour ça que le CBIOS, en l'occurrence, qui est une société coopérative d'intérêt collectif depuis le 1er janvier 2021, après avoir été une association, eh bien, déploie en Occitanie, et je suis porteur de ce projet régional, mais dans les différents territoires nationaux, eh bien, cette culture du biomimétisme, mais également cette logique de coopération entre personnes qui veulent aller chercher dans le vivant des sources d'inspiration pour une société, une économie à la fois plus responsable et plus durable. Donc là, c'est une définition qui est issue des travaux d'une commission de normalisation qui ont été publiés donc en 2015, 2016. Voilà. Et c'est un travail collectif qui est extrêmement important et qui permet finalement de naviguer sur cette ligne de crête assez délicate entre finalement des notions différentes, complémentaires. La bionique qui se rapproche de la robotique et qui va chercher dans les êtres vivants. Vous connaissez tous ce chien robot à qui on donne des coups de pied qui se relève parce qu'on a réussi à comprendre comment un chien dans la nature peut se relever, ou un animal à quatre pattes en général. Voilà, donc ça c'est de la bionique. Bon, ça existe. Au cœur de tout ça, on s'inspire du vivant, bel et bien. On peut s'inspirer du vivant avec la biomimétique plutôt sous l'angle technique. Et puis si on ajoute l'éco-conception, eh bien, on est bel et bien dans cette démarche responsable d'inspiration, d'innovation inspirée du vivant, et qui va toucher, encore une fois, un éventail de champs d'application extrêmement large. Pour mémoire, les matériaux, les formes, les procédés, mais aussi
et de manière donc beaucoup plus systémique avec les relations entre les êtres vivants à l'intérieur des écosystèmes, eh bien, c'est un champ je dirais, d'exploration qui ne met peut-être pas en cause non plus les matériaux et qui est plutôt basé sur la capacité à identifier les bonnes informations, à les partager au bon niveau et à en faire un socle finalement de transformation et j'ai envie de dire même de métamorphose sociétale. Voilà le schéma qui va permettre peut-être de faire le tri dans tout ça et il est important de retenir que le biomimétisme n'est pas juste une méthode de plus pour trouver des solutions technologiques. C'est véritablement un guide pour une transformation radicale de notre société, de notre économie, pour nous ouvrir de meilleures perspectives. Voilà, voilà en gros ce que je pouvais dire sur le vocabulaire et les concepts du biomimétisme. Alors, quand on parle de biomimétisme, on parle bien sûr des principes du vivant, et il y en a différentes déclinaisons. Et puis, on peut parler aussi du cahier des charges du vivant. Qu'est-ce qui fait que le vivant réussit par rapport aux consommations d'eau, d'énergie, par rapport à la chimie du vivant qui est extrêmement riche. Je vais prendre juste une illustration. Dans le vivant, il y a essentiellement 4 éléments chimiques qui comptent: le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Hein, le chaude. Dans les technologies humaines, on utilise pléthore de ressources et de molécules chimiques qu'on a du mal à extraire d'ailleurs et qui sont assez compliquées à recycler. Dans le vivant, tout ça, ça tourne en boucle. Vous pourrez bien évidemment aller regarder tout un tas de vidéos, d'ailleurs, dont on vous donnera les références. La nature fonctionne en boucle, en cycle. Donc, ce jeu des principes du vivant, hein, donc, qui a été conçu par une collaboration entre l'Institut des futurs souhaitables, le CIBIOS, HEP Éducation, eh bien, vise à sensibiliser au biomimétisme, accompagner les apprenants et collaborateurs à innover de manière responsable en s'inspirant du vivant, et donc dans un champ qui n'est pas le champ classique des applications industrielles du biomimétisme. Donc, c'est une façon de travailler à plusieurs sur des situations qui sont des situations d'entreprise tout à fait réalistes, et d'aller chercher dans les principes du vivant, alors sans en avoir forcément une connaissance très approfondie, mais c'est justement cette logique je dirais, d'imprégnation, de recherche qui est à promouvoir à travers ce jeu des principes du vivant qui se présente sous forme de carte et dont on aura l'occasion, bien sûr, de vous reparler. Je pense que Fanny va l'évoquer tout à l'heure. Juste un exemple donc, de ces des cartes qui identifient des situations. Donc, vous voyez, on est dans des choses tout à fait classiques en entreprise, hein, qui sont d'ailleurs d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de télétravail, de management à distance, ainsi de suite. Et puis, un autre exemple, cette fois, c'est des cartes sur les principes du vivant. Et donc là, on va partir d'une réalité, par exemple, la manière dont les amibes, individuellement, bien sûr, sont des êtres unicellulaires, mais dont ces amibes, en s'associant, peuvent obtenir des fonctions complémentaires. Je voudrais juste, pour conclure, citer Jean-Marie Pelt et le principe d'associativité. Jean-Marie Pelt, biologiste, naturaliste, disparu aujourd'hui, mais qui a écrit beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Et ce principe d'associativité pose que quand on associe deux entités ayant chacune leurs propriétés séparées, eh bien on peut les associer. Elles créent une entité, une troisième entité qui a des propriétés nouvelles. Je ne prendrai qu'un exemple, H2O, la molécule d'eau, hydrogène, oxygène, eh bien on a un nouveau matériau. Ce principe-là peut bel et bien s'appliquer à une autre échelle. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Bertrand. Alors, je veux juste préciser par rapport à ce jeu, il est en téléchargement gratuit sur le site d'HEP Éducation. Et demain, vous aurez des masterclass sur le biomimétisme qui vont être faites à partir de ce jeu. Donc, ça sera l'occasion de le mettre en pratique. Donc, à 10h45 et à 14h. Est-ce que vous voulez intervenir ou réagir sur l'intervention de Bertrand ? Non, c'est bon. Oui, pour rebondir sur ce que disait Bertrand, c'est... en gros, je vais donner une image, mais le biomimétisme, c'est un petit peu quand le poète rencontre le scientifique, si je puis dire, parce que c'est à la fois très technique, à base de coups d'ingénierie et autres, et ce qui est important, c'est vraiment de comprendre le mécanisme qui permettra à un moment donné d'extrapoler sur un produit. Vous prenez, alors j'ai fait une petite promesse à mes amis bordelais de parler du mucus de la moule. Donc je vais le faire, une chose promise est une chose due.
Mais disons que pour inventer les cols de nouvelle génération, par exemple, on s'est aperçu que la moule, qui avait une substance liquide qui, une fois posée sur le rocher, permettait d'avoir une accroche hors pair, notamment dans un milieu aqueux, bah, ça a permis de créer ces fameuses cols de nouvelle génération qui ne contenaient ni solvants, ni produits chimiques, etc. Du coup, il y a une entreprise parisienne qui a été interpellée par ça et qui a prévu, dans le cadre de ces accroches, notamment de moquettes, des petites bandes adhésives recto verso que vous me posez la moquette, et le jour où vous êtes obligé de la retirer parce que vous voulez changer votre moquette, etc., bah, vous n'avez plus qu'une petite bande adhésive qui, en plus, techniquement est recyclable, et vous ne recyclez la moquette que sur une base de produits entre guillemets banals, qui n'est pas adjoint de produits chimiques divers et variés qu'on va retrouver dans la colle. C'est un petit produit parmi tant d'autres. On peut aller très très loin dans le domaine du biomimétisme. Tout à l'heure, on disait qu'on était un petit peu perché, mais il faut savoir que c'est clairement pas le cas. La nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle se développe. On ne peut pas parler de R&D à proprement parler, mais quoique, voilà, si elle perdure depuis tant de temps, et si les espèces perdurent depuis énormément de temps, ouais, elles essayent de les erreurs, effectivement. C'est important de pouvoir en faire une véritable force. Et de générer à terme aussi une activité économique pour les personnes que vous accompagnez dans le cadre de la création ou du développement d'entreprise. Je suis pas sûre qu'on entende. Si, je disais oui, moi je considère que la nature est un énorme laboratoire d'essais-erreurs depuis des centaines, des milliers d'années, et que c'est la meilleure base sur laquelle on puisse s'appuyer pour faire juste, en fait. Du coup, Philippe, je te laisse poursuivre sur des exemples, tu étais bien lancé, là, sur des exemples plutôt très concrets pour illustrer que finalement, ça peut être du quotidien aussi. Alors, dans le cadre d'un projet que j'ai accompagné, c'est une personne qui s'appelle Julie Dezès. On vous a mis le site internet pour que vous puissiez faire une recherche beaucoup plus approfondie dessus. Elle est partie du postulat. C'est une ancienne ingénieure qui a travaillé notamment dans le domaine du nucléaire et qui avait aussi pour passion les abeilles. Elle fait aussi de l'apiculture. Et du coup, elle s'est rendue compte, comme bon nombre d'apiculteurs, que lors de l'essaimage, c'est-à-dire quand à un moment donné, les abeilles vont partir chercher un nouveau lieu pour se reproduire, les éclaireuses qui revenaient avaient une danse qui a été particulière, et cette danse, c'était un langage. Donc du coup, elle a retranscrit ce langage à travers des éléments qui lui permettent notamment de faire de la cohésion pour expérimenter l'intelligence collective, pour faire de l'intelligence tout court collective, et s'inspirer des abeilles pour améliorer les types de management. Là encore, quand vous faites de l'accompagnement, dites-vous que quand vous êtes sur des principes qui sont hyper innovants, il n'y a pas forcément de recul ou de concurrents qui sont dans ce domaine-là. Donc il va y avoir énormément de recherche. Alors moi, j'ai la chance effectivement d'avoir, comme ça a été souligné, un double cursus, à la fois en création et reprise d'entreprise et en ingénierie environnementale, avec des spécialités sur l'entomofaune, l'ornithologie, la botanique, etc. Ça me permet aussi de décrypter certains mécanismes, mais c'est important, quand vous ne savez pas, j'allais dire, d'aller voir aussi d'autres spécialistes. Dans le domaine du biomimétisme, peut-être que vous me démentirez, mais je ne pense pas, il y a énormément d'échanges. Il y a énormément de personnes qui sont passionnées. Et pourquoi il y a énormément d'échanges? Parce que dans la nature, on a beau avoir une super connaissance, au final, on ne sait pas grand-chose, voire quasiment rien. En entomologie, par exemple, pour vous en parler, je vais pouvoir vous décrire les bestioles, etc. Mais des mécanismes qui sont très complexes, la régulation, par exemple, de la thermorégulation sur les ailes de papillons, etc., ce sont des recherches qui sont réalisées de manière très approfondie par des centres de recherche, etc. Si vous n'avez pas ces informations, ça va être difficile de le retransposer dans le domaine de l'ingénierie. Donc ces éléments-là, vous êtes obligé à un moment donné de creuser plus profondément.
Je vous engage vraiment, alors bon, il y a le jeu, hein, mais vraiment avoir une recherche de stock culture générale dans ces domaines-là pour pouvoir aussi réorienter les personnes que vous suivez dans une direction qui semble aller, si je peux dire, dans la bonne direction. Pour rebondir sur la dernière conversation que j'avais eue avec Julie, elle voulait mettre en place, par exemple, un nouveau type d'accompagnement, mais à travers du coaching individuel. On est parti sur le principe toujours des abeilles, mais à un moment donné, elle ne voyait pas comment articuler le principe du fonctionnement d'une ruche sur une individualité. Donc on est reparti sur les basiques, hein. Il y a aussi des abeilles qui sont dites solitaires, qui ont des comportements qui sont très différents. Et du coup, on va étudier la bioécologie de cette nouvelle abeille, savoir comment elle fonctionne pour pouvoir le retransposer de manière totalement individuelle. Dites-vous que c'est sur l'autre slide. Du coup, ce qu'il faut que vous ayez en termes d'accompagnement, c'est un esprit un petit peu de hacker. C'est-à-dire que vous voyez les choses totalement différemment. Pourquoi? Parce qu'un principe qui fonctionne aussi dans un élément particulier ne va pas forcément fonctionner sur un autre type d'élément ou de secteur. Pour vous donner un petit peu un exemple de l'illustration, vous avez peut-être tous entendu parler des termites qui permettent de réguler la température. C'est sympa, mais si vous prenez par exemple le cas de cet oiseau, qui est le républicain social qu'on trouve notamment en Afrique de l'Est, bah, il est capable de construire des nids qui peuvent mesurer jusqu'à près de 10 mètres de haut, accueillir 500 spécimens dans le nid et qui ont les mêmes propriétés de thermorégulation. Sauf que du coup, il est approprié au climat. C'est vraiment important d'aller piocher dans la nature à un moment donné, parmi les innombrables exemples, l'exemple qui va bien en fonction d'un défi qui sera vraiment précis. Et puis les autres images, c'était pour vous dire qu'effectivement la nature est vaste. Donc vraiment inspirez-vous de cette dernière pour vos accompagnements. Après, en termes d'accompagnement, vous aurez des... Alors, je vous vois... En termes d'accompagnement, dites-vous que vous aurez en plus affaire à des porteurs de projets qui vont être à des stades totalement différents. Il y a des personnes qui vont arriver avec des projets qui sont particulièrement précis, hyper pointus, qui sont ancrés. Du coup, là, ce sera un accompagnement un petit peu particulier. Et d'autres qui arriveront avec un projet biomimétique, mais sans trop savoir ce vers quoi il faut aller. Donc là, il va falloir creuser avec précision et aller piocher justement dans cet éventail de faune et de flore, quel est le domaine le plus pointu qui pourrait être réapproprié. Alors, à froid, par exemple, on a des plantes qui sont dites hydrophobes, c'est-à-dire qu'en gros, elles vont relarguer, qui sont capables en fait elles n'apprécient pas trop l'eau, du coup elles ont tendance à la rejeter. Donc il y a eu des nouveaux systèmes de peinture qui ont été mis en place sur ce principe et qui avaient pour vocation notamment de rejeter les urines, notamment que les hommes mettaient quand ils allaient pisser, si vous m'excusez le terme, sur un mur. Ça a été une demande des collectivités locales qui en avaient assez de voir les urines sur les murs, etc. C'est parti notamment de ce principe hydrophobique pour pouvoir faire ça. Il y a pléthore d'exemples. Est-ce que dans ton accompagnement, toi, à la création d'entreprise, est-ce que toi, tu arrives à, du coup, impacter la danse des abeilles ou d'autres exemples dans ta pratique d'accompagnement? Alors, la pratique des abeilles, je ne vais pas la réimpacter dans l'accompagnement biomimétique. En gros, je vais utiliser les connaissances que j'ai en entomologie, en botanique, etc., pour pouvoir le réapproprier déjà sur le principe même du produit ou du service qui sera mis en œuvre. Parce que c'est important à un moment donné d'avoir cette visibilité extrême aussi de comment ça va être, comment va sortir le produit final, si je peux dire. Si vous n'avez pas ça, à un moment donné, vous êtes sûr de vous planter aussi parce que vous allez taper à côté.
Après, on est très sur la partie, j'allais dire, échange, mais comme on le trouverait du coup dans le domaine de la nature, hein. C'est-à-dire sur des accompagnements qui sont symbiotiques, basés sur l'échange, etc. Et à tel point que quand on réalise des études de marché, on ne va pas aller chercher certaines choses comme par exemple de la concurrence de la concurrence. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux aller chercher du partenariat parce que c'est beaucoup plus générateur en termes d'accompagnement. Vraiment, les outils, vous les avez tous. Il faut savoir les utiliser vraiment à bon escient et quelquefois, moi, ça m'est arrivé, notamment dans le projet de Julie, de ne pas travailler sur une étude de marché classique au sens strict du terme. Pourquoi? Parce que ça n'avait aucune utilité. Quand vous êtes vraiment sur un projet innovant, ben, il va falloir trouver à un moment donné où créer le besoin qui va bien avec le produit. Si je peux compléter un petit peu le propos de Philippe, j'ai envie de dire, dans la nature, dans les écosystèmes, les relations avec les êtres vivants, j'ai rapidement cité les amibes, qui, quand elles se mettent ensemble, acquièrent une propriété nouvelle qui est, on pourrait prendre les manchots empereurs. Un groupe de manchots empereurs en train de couver ses œufs, en fait, la périphérie joue un rôle de protection vis-à-vis du groupe, mais ensuite il tourne, c'est-à-dire que le fait d'avoir un comportement en tant que groupe va amener des propriétés nouvelles au groupe. Et du coup, des possibilités nouvelles d'assurer une descendance, et puis d'attendre le moment d'aller à la pêche pour se remplir la panse et à nouveau réamorcer le cycle annuel de reproduction de cette espèce. Donc, cette logique d'association, de talent, de complémentarité, de travail collectif, et je vais dire d'intelligence collective, c'est véritablement quelque chose qui est inspirant au stade de la création d'entreprise, du développement, de la créativité. Je vais prendre un autre exemple tiré des insectes sociaux. En l'occurrence, il y a un livre qui a été produit par une chercheuse spécialisée dans les fourmis, chercheuse russe qui a travaillé en Sibérie et qui regardait individuellement le comportement des fourmis. Et elle a établi avec un certain nombre de règles, une analyse des comportements, un traitement mathématique de tout ça, que finalement la résistance d'une fourmilière à un phénomène inattendu, hein, le risque auquel les comportements habituels ne répondent pas, eh bien, il est véritablement jugulé. Les alternatives sont trouvées par ces individus particuliers qu'on pourrait qualifier d'anarchistes, de déviants, de foldingues. Eh bien non, c'est justement sur ces perchés, c'est justement sur ces particularités. C'est sur la diversité finalement qu'on résiste le mieux à des phénomènes inhabituels. C'est pareil en génétique. On sait bien qu'on a dans notre code génétique des gènes qui ne s'expriment pas. Eh bien, ils vont peut-être être amenés à s'exprimer au moment où des circonstances inattendues s'exprimeront. Et il y a un domaine, de prédilection dans mon parcours professionnel qui est celui des systèmes d'information et de communication, donc toutes les technologies autour de ça. Eh bien, et ça ramène à une notion beaucoup plus classique qui est celle des déchets. Eh bien, on peut imaginer que dans le code génétique, finalement, il y a des informations qui sont stockées pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, elles disparaissent. Elles s'en vont. Observez ce qu'il y a dans vos disques durs, dans vos boîtes mail, et vous vous posez la question, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de s'inspirer du vivant pour faire un petit peu le ménage dans tout ça, pour ne pas, pour finalement faire évoluer le stock d'informations dont on dispose voilà, avec un critère d'utilité, d'utilité à moyen, court, long terme. Je pense qu'il y a matière de s'inspirer du vivant justement sur ces aspects performance systémique, performance collective. Oui, alors merci pour le pavé. Je l'accepte, je le soutiens. En effet, j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Philippe, qui doit être quelque part par là. Je pense que l'être humain, finalement, a compensé ses limites physiques. Hein. On a vite fait de comparer l'être humain à tout un tas d'organismes qui ont des performances en course, en saut, en durée de vie, en résistance au froid, au chaud, et ainsi de suite. C'est son système
neurologique, cognitif, sa capacité à communiquer. Le feu est arrivé, ils ont pris moins de temps pour mâcher les aliments, ils ont pu commencer à se raconter des histoires, et donc voilà, est arrivé l'imaginaire. Voilà, le problème, c'est que l'imaginaire ne traite pas forcément des problématiques réelles et a engagé l'humain sur finalement des pistes qui sembleraient finalement pas très favorables en termes collectifs. Alors j'ai évoqué très rapidement Descartes tout à l'heure. Je pense qu'on a quelques failles dans notre système de pensée, dans notre culture. On dit cartésien, donc c'est cartésien, donc c'est bien. Non, Descartes, dans le discours de la méthode, recommande que l'homme se rende comme maître et possesseur de la nature. Quelle hérésie! L'homme fait partie de la biosphère. Après, la distinction nature par rapport aux technologies humaines, elle remonte à Aristote. La nature, c'est ce qui existe par soi-même. La technologie, c'est ce qui est fait par l'homme. Donc on voit bien qu'il y a quand même un clivage qui est bel et bien philosophique, mais sur lequel je n'ai pas forcément non plus toutes les capacités à discuter. Merci en tout cas pour le pavé. Alors, Oui, en effet, ça remonte à 1997. Janine Benyus avait toutefois mentionné ce troisième niveau du biomimétisme, mais presque en disant que c'était un peu inaccessible, compliqué. D'ailleurs, je rejoins ce que vous dites sur, oui, c'est une discipline, il faudrait pouvoir faire des recherches, il faudrait pouvoir alimenter tout ça. C'est ce que nous faisons d'ailleurs au CIBIOS. Hein. Il y a des tests en fait sur comment on utilise ces connaissances qu'on acquiert en observant le vivant, et bien notamment dans le domaine de l'organisation. Mais j'ai envie de dire, encore par rapport à ce que vous dites sur le livre de Janine Benyus, cette capacité, et là on peut dire on est vraiment dans le bio, et ça je tiens ça d'un collègue, on n'utilise pas de matière, on n'utilise pas d'énergie, on utilise de la réflexion, de la pensée, bon c'est énergie, matière bien sûr, mais c'est ce qui est le plus compliqué, et c'est ce qui va s'affronter directement aux limites humaines en termes de cognition, de partage, de coopération. Donc c'est vrai qu'on se cale aussi en fonction des demandes des financeurs et de la qualité, voire de la vision à long terme. Donc, la nature, 3 millions, 3,8 milliards d'années, on a un petit peu moins de temps quand même devant nous. je vais faire un putsch. Bah Une réponse. J'ai envie de parler de. bah, faut nous laisser répondre à la question. En plus, on n'a pas le droit de bouger. On a tous les trois l'habitude de se déplacer dans les salles pour animer. Donc, ah, Marie. Et puis, on a, ah oui, le caméraman nous a missionné pour reformuler les questions, mais là, j'avoue que j'en suis bien incapable. Alors, je suis la petite silencieuse au milieu de ces
savants autour de moi et j'ai un énorme syndrome de l'imposteur parce que je n'ai pas tout ce savoir scientifique. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2016, je suis partie en vacances avec 2 livres. Un livre de permaculture parce que je voulais faire pousser des légumes sur mon balcon et un livre d'économie, de finance plus précisément, d'argent, le truc sale dont personne ne veut parler parce que franchement ça a foutu la planète en l'air. Et j'ai lu les 2 en même temps. Je passais de l'un à l'autre, de l'autre à l'un et à un moment donné, la lumière s'est allumée dans ma tête en me disant « mais si on mélangeait les 2, on pourrait convertir toute l'activité économique, qu'elle devienne régénératrice et non destructrice. » Alors ça paraît de nouveau perché, ça paraît de nouveau très poétique. Et moi, ça m'a fait une crise d'inspiration. Je me suis mise à écrire, j'ai vomi 900 pages, le guerre épais de l'économie écolo. Et je me suis dit que ça serait un peu indigeste, donc j'en ai fait 2 tomes. Et l'idée, c'est de mettre l'argent au service du vivant et non pas l'inverse. Pareil, c'est facile, tout le monde est d'accord, etc. Et en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste en une série de métaphores que j'ai utilisées dans mes accompagnements d'entrepreneurs. J'étais déjà présidente de l'association suisse des mamans entrepreneurs, donc c'était déjà quelque chose que je faisais. Et j'ai commencé à utiliser ces outils de métaphores de permaculture. Et je vais vous en partager 3 que vous allez pouvoir imprimer et ramener rapidement. Régénérer la nature. Pour l'instant, on a essentiellement des modèles d'affaires linéaires qui prélèvent une ressource, la transforment et génèrent un déchet. Et là, on va essayer de faire des cycles où, en tout cas, le déchet va être réutilisé et réinséré dans un circuit. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'en est un modèle. La deuxième éthique de la permaculture, c'est de régénérer l'être humain. Alors là, c'est pareil. On se dit, mais comment ça, régénérer l'être humain? Comment une entreprise peut arriver à ça? Et c'est vrai que j'ai vu des modèles d'affaires où l'être humain est considéré comme un consommable qu'il faut renouveler au bout de 2 ans. C'est dans le modèle d'affaires, c'est écrit. Et à l'inverse, on peut faire des entreprises qui intègrent les diversités, qui intègrent les minorités et qui les légitiment et leur redonnent une place dans la société. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'une entreprise peut faire. Et puis en dernier lieu, on va partager les surplus. Alors là, je me souviens toujours d'un de mes clients qui avait une belle entreprise, une 50aine d'années. Il me dit « Oh ben non, j'ai quand même pas bossé toute ma carrière pour aller tout donner aux bonnes œuvres, ça me plaît pas cette histoire. » Et en fait, le petit trick qu'on peut mettre à cet endroit-là, c'est d'aller réinvestir les profits de l'entreprise sur d'autres entreprises qui ont aussi ce modèle régénératif. Et là, on actionne une boucle vertueuse. Alors comme je sens que vous avez besoin de pratique, je vais essayer de vous donner autant d'exemples que possible. Donc en rentrant de vacances, j'avais ma pile de 900 pages. J'ai un peu réouvert Internet parce que c'était des vacances sans Internet. Je vous conseille d'aller en vacances avec 2 livres et sans Internet. Il se passe des trucs fantastiques. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule à avoir eu la même idée. Il y a Gunther Paoli et l'économie bleue, comme vous l'avez mentionné, qui est une source d'inspiration extraordinaire. Il y a Ellen MacArthur, qui est une navigatrice qui s'est réinsérée dans l'économie circulaire, qui mène des recherches extraordinaires. Et il y a tout un tas d'initiatives qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut rendre nos modèles d'affaires, c'est vraiment ça, c'est comment la machine peut être au premier degré respectueuse et au deuxième degré régénérative. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux ou est-ce que c'est très flou? Il y a des oui, il y a des non, on ne sait pas. Au premier degré vertueux, c'est-à-dire qu'on va faire moins mal. C'est beaucoup quelque chose qu'on entend et c'est quelque chose qui va aussi avec toute cette philosophie de la sobriété qui fait parfois un peu peur aux gens qui aiment bien consommer quand même. Et là, c'est là qu'on a tout l'upcycling, on repart les déchets, on réutilise. Mais finalement, un vêtement fait à partir de bouteilles de PET, il est toujours pas biodégradable. Donc on n'est pas encore dans le régénératif. Et le deuxième exemple, c'est les paliers régénératifs. Là, on est au tout début des réflexions. Il n'y a pas encore beaucoup de modèles d'affaires qui existent. Je vous donne un court exemple. Il y a une entrepreneure allemande qui est d'origine asiatique qui connaît très bien la matière du bambou. Et elle a observé les jeunes parents avec leurs nourrissons. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les nourrissons faisaient leurs besoins dans des couches en plastique qu'on emballait dans des espèces de berlingots en plastique à cause des odeurs et on jetait tout ça et on le brûlait. Et elle a dit, OK, je vais faire des langes en bambou, c'est déjà une première étape, mais je vais aussi compacter
s'élangent dans des briques qu'on va poser sur des sols qui ont été dégénérés par la culture intensive et les produits phytosanitaires, et ça va régénérer la ressource, ça va régénérer la terre. Ça, c'est des modèles d'affaires. Il y en a plusieurs qui commencent à émerger. Ça ne vient pas du premier coup. C'est vraiment des itérations. Des entreprises se posent des questions chaque année. OK, cette année, on a amélioré ça. Qu'est-ce qu'on fait l'année suivante? Cette année, on a amélioré ça. Qu'est-ce qu'on fait l'année suivante? Et c'est vraiment des cycles d'élaboration progressifs. Et du coup, comment ça se passe? Au départ, moi, j'ai un entrepreneur qui arrive, qui est tout confiant. Je lui parle de mes métaphores de jardinage. Alors, je parle de l'argent comme d'une pelle. Alors, avec une pelle, on peut creuser un trou pour planter un arbre, on peut taper sur son voisin. Ça dépend de nos valeurs, ça dépend pas de la pelle. Et puis, on peut collectionner les pelles, mais c'est pas très utile, etc. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est la capacité d'adhésion aux métaphores. Où tout à coup, ah voilà, c'est simple, c'est facile. Ah, tout à coup, ok, j'ai plus de problème avec l'argent parce que j'ai compris que c'était un outil. Et ce que j'observe aussi, et qui est davantage surprenant, c'est qu'il y a une espèce de croissance personnelle, une espèce de maturation d'un niveau de conscience de son appartenance à la nature, en fait. Justement, cette séparation entre l'homme et la nature, elle diminue au fur et à mesure que l'entreprise avance. Et plus on progresse, plus il y a des connexions qui sont faites entre les éléments, et plus on inscrit l'activité économique dans un tout. Alors, in fine, je vais aller participer à des conseils d'administration en tant qu'administratrice indépendante pour aider les grandes entreprises à pivoter leur modèle d'affaires, notamment grâce à l'outil B Corp. Et je vous rejoins tout à fait dans la mesure des externalités. L'argent n'est pas du tout le seul extrant à mesurer. Et là, ce label B Corp, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, mesure 5 catégories d'externalités différentes, dont les conséquences sur l'environnement et les collectivités et les personnes qui y sont employées. Donc on approche pas mal des valeurs de la permaculture. Voilà, j'ai pas du tout dit ce que je pensais dire, mais j'avais vraiment envie de vous amener du concret. La permaculture, vous pouvez commencer par jardiner un pot sur votre balcon et ça va déjà vous inspirer. Allez-y petit à petit, c'est des choses toutes bêtes, toutes simples, c'est vraiment presque enfantin et ça nous aide à aller vers des choses qui sont plus régénératives, qui sont plus justes, aussi bien pour nous que pour la nature. Donc la fleur, alors là c'est les 3 éthiques de la permaculture, c'est décliné par son fondateur en 12 principes que je vous laisserai aller détailler. Et puis il y a une magnifique fleur qui illustre tous les domaines d'activité sur lesquels ça peut être appliqué, parce que effectivement au départ c'est connu comme étant une méthode de jardinage bobo, mais en fait c'est une méthodologie qui peut s'appliquer à tout un tas de secteurs. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps, mais moi j'ai à peu près fini. Oui. 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 Pour moi, la permaculture, c'est une posture dans laquelle on va commencer par l'observation et que si on commence à observer la nature, on ne peut pas passer à côté du biomimétisme. Donc le biomimétisme va être un élément à un moment donné. Mais c'est une interprétation personnelle, ce n'est pas une règle. Oui, sur la convergence permaculture, biomimétisme, en fait, le biomimétisme s'intègre dans la permaculture, qui est de la même manière que le biomimétisme, une philosophie. Et vous verrez avec les références que Fanny vous proposera tout à l'heure, Permaéconomie, donc ce livre d'Emmanuel Delannoy qui a un petit peu inventé le concept, mais en fait, on s'est aperçu qu'il avait émergé de la même manière en Allemagne. Permaéconomie, enfin ça se dit juste un peu autrement. Et c'est le même principe. On va fusionner, la philosophie repose sur les mêmes bases. Voilà, il s'agit d'être dans une démarche régénérative, circulaire, qui s'inspire bel et bien du fonctionnement du vivant et qui bénéficie justement de ses capacités de résilience basées sur l'entraide. Hein, et pour citer le titre d'un livre de Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, l'entraide, l'autre loi de la jungle. Hein, on a longtemps pensé que à la suite de Darwin et son struggle for life, hein, c'est-à-dire que en fait dans l'évolution tout le monde s'entretue et le meilleur gagne. Ouais, mais c'est une vision qui est extrêmement négative, pas très très motivante. Et en fait, si on regarde ça plus en détail, et donc je vous invite à lire ce livre sur l'entraide, eh bien, on s'aperçoit que c'est bel et bien la coopération et l'entraide qui génèrent le plus de valeur bénéficiant, et ça n'a pas été dit jusque-là, au commun.
En fait, le sol, dans la permaculture, la société, c'est la société de tous. Si chacun, entreprise, citoyen, association, élu, que sais-je, n'y contribue pas, eh bien, il y a une déperdition de valeur et on va dans le trou. On n'est pas dans une démarche régénérative, on est dans une démarche compétitive et destructrice. Donc, ce que j'entends de vos retours, là, c'est que finalement, il y a 2 niveaux de conscience écologique. Il y en a un où finalement, on est face aussi, avec le rapport du GIEC, à quand même une prise de conscience à avoir. Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais par rapport au modèle économique que vous évoquez, ça permet de remettre les choses en perspective et effectivement souligner que peut-être quelque part, à un moment, il faut changer de modèle économique parce que celui qui a fonctionné jusqu'à un certain, qui a eu sa raison d'être, qu'on ne va pas renier, atteint aujourd'hui ses limites, mais que du coup, finalement, par rapport au rôle que vous avez, vous, dans tout ce processus de développement économique, je pense qu'il y a un enjeu important parce que vous accompagnez des jeunes créateurs d'entreprises et que du coup, leur transmettre cette conscience qu'il y a d'autres manières de faire à travers les exemples que vous avez vus là, finalement, c'est un véritable enjeu. Oui, c'est un véritable enjeu. Effectivement, le GIEC a donné des résultats qui sont plus que calamiteux. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre le taureau par les cornes et puis de faire changer les choses. On parlait de choses qui sont quand même plutôt bienfaisantes, si je puis dire, de la même manière que l'arbre qui perd ses feuilles et qui s'en sert à un moment donné comme d'engrais parce que ça va se biodégrader, etc., ça va permettre une production qui va être meilleure. Vraiment, il faut... Enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut aller dans ce sens, faire changer les choses. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose qui va créer les emplois de demain, créer les plus-values de demain et qui ira dans l'intérêt collectif. Est-ce que, du coup, oui, vous avez des questions? Oui. Alors, c'est tout prêt. Un outil assez simple que je peux vous donner, qui est très facile à transcrire, c'est la fractale du triangle. En fait, pour toute activité économique, au départ, on a... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, la fractale du triangle. Voilà, c'est parti. Pour toute activité économique, il y a forcément quelqu'un qui offre quelque chose, qui a une proposition, un client qui a un besoin et une proposition, un accord qui va être conclu. Ça peut être la vente. Et ce triangle-là, en fait, c'est la base de toute activité économique, c'est la plus petite activité économique possible. Et dans les développements, on va aller chercher à renforcer chaque pôle. Donc il va y avoir 3 propositions économiques, 3 types de clients, ça peut être les types de clients cibles, et 3 types d'offres. Et en fait, on va déployer l'organisation en procédant toujours comme ça, par triangle, et faire Ouais, alors si vous avez l'occasion de voir le GIF animé de la fractale du triangle sur Internet, c'est super beau, ça fait un... C'est là. Ça fait une fleur. Et la croissance vertueuse de cette entreprise, elle va faire qu'il y a des bouts qui vont pouvoir se déployer à d'autres moments et ça va essaimer de manière tout à fait raisonnée et raisonnable. Donc ça commence dès le début et le motif, il est perpétuel sur toute la croissance de l'entreprise. T'arrives à le montrer? Non. Voilà. Bon. Donc ça, je ne sais pas si je suis assez claire dans le comment on procède. Non, ça peut être mis en place dès le job de coach, en fait, dès le consulting. C'est vraiment un élément remplit 3 fonctions et chaque fonction est remplie par 3 éléments. Ça doit toujours aller dans les 2 sens. Et
pour quand même aussi répondre à votre question, dans certains projets d'accompagnement, oui, il y a un gros volet recherche. Je pense par exemple à quelqu'un qui, alors je ne fais pas une fixette sur les ailes de papillon, mais qui voudrait s'intéresser aux ailes de papillon. À un moment donné, on est obligé d'avoir des connaissances sur l'infiniment petit. Et là, si vous savez, enfin, personnellement, j'utilise des microscopes, mais pas à balayage électronique pour aller très profondément dans des subtilités qui permettraient de reconnaître un écosystème. Enfin, des spécificités techniques, si je peux dire. Donc du coup, oui, vous avez intérêt à avoir à un moment donné aussi une volonté de développer votre réseau, y compris aussi avec des scientifiques, des centres de recherche et autres, pour pouvoir voir déjà s'il existe des recherches dans ces éléments-là. Si oui, vous pouvez vous en inspirer, à condition bien sûr de demander toutes les spécificités d'appropriation et autres. Mais il y a ça. Et tout à l'heure, on parlait de philosophie. C'est aussi important de questionner la personne dans le cadre de son accompagnement sur le fait il vient avec une technicité, mais est-ce que dans la nature, il n'y a pas une technicité qui serait peut-être encore plus adéquate et qui permettrait d'avoir un résultat qui serait à la limite encore plus optimum? Et à ce moment-là, soit la personne s'engouffre dedans et ça peut lui faire deux types de produits qu'il va proposer, soit il reste sur une spécificité et du coup il va falloir utiliser la spécificité la plus pertinente à un instant T. Il y a aussi ça sur les ressources dans la nature. Souvent, typiquement, il y a l'ortie, elle pousse à côté du plantain qu'elle remet contre les piqûres d'ortie. Et quand on a cette idée-là en tête, on se dit, OK, alors je veux monter ma boîte, j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin d'un élément, d'une ressource et autre. Est-ce que, entre ce que j'imagine et ce qu'il y a autour de moi, il n'y a pas moyen de faire un lien ou un hack? C'est ça le mot que tu utilisais tout à l'heure, c'est super bien, le hack de la nature. Et puis en fait, moi j'accompagne mes clients en l'accompagnant à revisiter leur entourage, revisiter leurs ressources immédiates, revisiter ce qu'ils ont autour d'eux et le regarder sous un autre angle. Et souvent, tout est là. Tout est déjà là. Faut vraiment que la personne se questionne à fond, à mon sens, sur les spécificités techniques. Alors, on a des outils, par exemple, moi j'utilise beaucoup le mapping pour faire plancher les personnes, et j'y ai associé les chapeaux de bonhomme pour essayer de faire en fait une super réflexion en mode réflexion en arborescence surboostée, pour faire en sorte que là encore la personne parte peut-être de ça, il va atterrir à autre chose, mais du coup avec une optimisation extrême. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à un moment donné, les personnes que vous accompagnez doivent être dans d'une philosophie, entre guillemets, qui est en gros, je ne vais pas utiliser quelque chose de rare pour sortir quelque chose, mais je dois utiliser quelque chose qui est au final en abondance, comme le fait la nature, pour pouvoir sortir ce même produit. Parce que du coup, ce sont deux visions qui sont totalement différentes. C'est un peu comme scier la branche de l'arbre sur laquelle on est, et l'autre, j'allais dire, ne pas la scier. Réfléchir à un modèle économique vertueux et voir comment il s'applique et qui peut à terme régénérer l'intérêt de son entourage. Alors, je vais ajouter un élément qui m'a l'air essentiel, c'est mettre en place une organisation qui ne soit pas victime de la manie du management pyramidal, qui accepte de suivre un modèle qui paraît anarchique, mais en fait qui est extrêmement riche, extrêmement complexe. Je pense que ce terme doit être quand même mis un petit peu sur la table. Il y a une espèce, et je pense que c'est une relation avec l'arrivée de l'industrialisation, de la production en série, de masse, de la globalisation. Je pense que l'humanité, l'économie et la société sont en train de subir cet excès de standardisation qui détourne. Et je pense que c'est ce qu'amène la permaculture, c'est qu'on redécouvre la richesse
et la diversité aussi bien des comportements, des espèces, des réalités possibles. Et c'est ça qui va permettre de redonner à la fois de la créativité et une capacité à créer de la valeur collectivement. Donc c'est ce modèle d'organisation qu'il faut aller chercher. C'est cette capacité à s'organiser, à utiliser la complexité en sa faveur. Et c'est vrai ce que disait Philippe sur le fait que on va utiliser des matériaux qui sont disponibles. Quand je dis matériaux, ce n'est pas forcément physique, ça peut être aussi des idées. Simplement, le fait d'associer et d'organiser ces idées de manière variée, comme le fait la chimie du vivant, eh bien, ça va permettre bel et bien de faire émerger des possibilités auxquelles ne conduit pas une pensée trop monolithique, trop cadrée dans des dogmes et un mode d'organisation prêt à l'emploi. Je pense que la créativité, c'est, je pense, la vertu essentielle dont que le vivant peut nous inspirer pour créer de nouvelles entreprises. Pas juste le produit et la dynamique de création, mais aussi l'organisation et la façon de gérer les idées et l'information. Et dans le monde de l'entreprise, on n'est pas très loin finalement de ce que nous donne la nature, hein. Vous avez une graine, c'est votre idée, vous la plantez, ça va germer, ça va être de la croissance tout simplement de votre idée. Après, elle va se développer, elle va même faire de la communication à travers une fleur qui va attirer des insectes, etc. Ça va lui permettre de se reproduire et autres. On est vraiment dans un système qui est assez basique et parallèle du coup. Même prendre un peu de temps pour germer un entrepreneur entre le moment où il a l'idée et le moment où ça va porter ses fruits. Effectivement, il y a toute une période de maturation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et juste pour rebondir sur l'échange, je crois que, comme on vous le disait aussi, la nature, elle offre un spectre qui est gigantesque. On ne peut réellement pas tout savoir. Donc il y a vraiment un intérêt. Tout à l'heure, Bertrand, tu utilisais le terme d'humble. Oui, il faut rester humble. Et justement, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on a intérêt à un moment donné de partager les connaissances des uns des autres. Alors je renvoie sur ça, hein, c'est ce que vous disiez, où effectivement il faut y aller de plus en plus, parce que ça aura un réel intérêt pour sortir des produits ou des services qui sont réellement efficaces et qui serviront aussi à l'intérêt collectif. Viendrait se repenser à l'homme une manière de penser. C'est une référence en fait. Si. Si. Alors, je vais juste rebondir. Alors, Moi, je suis pas scientifique. pour rebondir sur... À mon sens, il y a deux approches. Où vous avez un conseiller en création d'entreprise qui a la technicité parce qu'il a les connaissances, etc. Ou vous ne l'avez pas dans vos locaux, entre guillemets, et du coup, je pense qu'il y aurait une sorte de formation à avoir. Tout à l'heure, Bertrand, tu voulais mettre, c'était nature égale futur. Vous avez Jean-Philippe Canard qui a sorti tout un tas de micro-séries sur ces éléments-là, qui vous donnent une culture générale qui est quand même intéressante. L'important, même si vous n'êtes pas ingénieur dans le domaine de l'agroéconomie, l'agrologie, pardon, je vais y arriver, de l'écologie, etc., c'est de savoir aussi questionner les personnes que vous accompagnez. Et là, on part sur de la philosophie pure et dure, où on va élargir le spectre de compétences. C'est juste peut-être lui dire, l'abeille, c'est bien, peut-être que le coléoptère du coin aurait fait l'affaire aussi. Je voudrais répondre juste à la couche supplémentaire proposée par Johan. C'est pas forcément une couche supplémentaire. Je pense qu'il faudrait plutôt enlever une carapace.
C'est un peu ce que j'évoquais avec l'industrialisation, la standardisation, la globalisation des échanges qui nécessite une uniformisation. Sinon, il y a un problème de profit à l'échelle gigantesque du capitalisme. Bon, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais quand même. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas ajouter une couche. C'est redécouvrir l'être vivant qui est en nous. Et si je fais régulièrement, je donne des cours ou des conférences, je commence généralement par ça. Et d'ailleurs, faites-le peut-être après, à un moment où vous serez tranquille. Réfléchissez à qu'est-ce qui, dans votre vécu personnel, constitue une expérience d'être vivant. Et quand je dis être, c'est aussi bien un être vivant dont vous avez eu l'expérience, quelle que soit sa taille et son niveau d'interaction, ou ça soit simplement vous en tant qu'être vivant. Ça peut être la maladie, ça peut être, je ne sais pas, l'enfantement ou des choses comme ça. C'est extrêmement divers. Mais reposez-vous la question et vous ferez sauter cette carapace. Vous réaliserez que vous êtes un individu unique en interaction avec l'ensemble de la biosphère. Hein, vous savez, l'intestin, le deuxième cerveau, oui, sauf que ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas plein de bactéries à l'intérieur qui nous amènent à avoir aussi un fonctionnement, je dirais, d'hormones et tout ça qui est tout à fait particulier. Donc ce sont nos interactions qui comptent le plus. Et finalement, il faut plutôt se débarrasser de modes de pensée qui d'ailleurs est inculqué très très largement par l'utilisation des technologies numériques de manière systématique, avec des algorithmes qui simplifient les choses au lieu d'accepter une complexité. Je me suis longtemps battu contre les modèles mathématiques parce qu'ils étaient simplificateurs et ils cachaient les choses au lieu d'ouvrir des perspectives. Eh bien, on est là-dedans. Et donc, le vivant, c'est ça qu'il apporte. Je pense que tu peux le compléter, Katell. C'est ça. Et aussi, à moyen terme, vous allez vous rendre compte que l'organisation elle-même est un être vivant, qu'elle a ses cycles, qu'elle a ses besoins de repos, qu'elle a ses périodes de créativité, qu'il y a des flux qui la traversent. Et quand on la voit comme ça, on n'a pas du tout le même regard et on a même une certaine confiance dans sa capacité à générer des heureuses surprises. Moi, en fait, on a d'autres questions, si vous voulez bien, parce qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Il y a 2 personnes qui ont levé la main, la dame à droite et le monsieur derrière, et puis après, on reviendra à vous. Alors moi, la première étape à laquelle je procède pour soutenir une personne en projet, c'est déjà de regarder quel est son type de talent naturel. Alors c'est quelque chose que vous connaissez tous probablement, ça remonte à Hippocrate, Jung l'a repris aussi, c'est les 4 grands types de talents, les 4 grands tempéraments. Comme je suis dans un jardin, j'ai donné des noms d'insectes. Alors il y a une abeille effectivement, fourmi, araignée et papillon. Et vous l'aurez certainement dans la méthode DISC qui va dire le rouge, le jaune, le vert, etc. Je vois des têtes qui bougent, donc c'est bon. Et de juste aller respecter sa nature, de qui on est. Est-ce qu'on est plutôt à l'aise pour aller faire des contacts, aller chercher des contrats, aller rencontrer, aller parler du projet, ou est-ce qu'on est plutôt à l'aise en arrière-boutique à faire les fignolages et rien que ça, déjà, d'identifier quelle est notre carte maîtresse, là où on a du talent sans effort, ou même ça va nous régénérer notre énergie à nous. Et puis de s'entourer pour déléguer les tâches où on est vraiment beaucoup moins à l'aise ou moins bon, et d'aller vraiment cartographier nos besoins. À telle phase de vie, à tel moment de vie, de quoi j'ai besoin pour être heureux, de quoi j'ai besoin pour être en bonne santé, de quoi j'ai besoin pour être joyeux. Et l'indicateur de la bonne santé, c'est vraiment la joie à mes yeux. Donc, quand j'accueille des entrepreneurs, je dis voilà, mon objectif, c'est que vous soyez joyeux et épanoui en montant votre boîte. Ça surprend parce que le discours habituel, c'est alors pendant 2 ans, vous ne pourrez pas prendre de vacances. Voilà, c'est un peu. Et ça commence par nous, forcément. Et ce que ça apporte aussi aux conseillers, c'est que cette vision qui vous oblige à être aussi dans l'innovation, à partir du moment où vous regardez les choses sous un autre angle, ça vous permet aussi, je vous parlais de hacker, entre guillemets, les choses, mais si vous avez
une connaissance générale dans le milieu, que ce soit de la botanique, de l'entomologie, l'ornithologie, etc., vous retrouverez toujours des retranspositions. Vous voyez, par exemple, en communication, et puis ça peut permettre de faire passer des images à travers des petites iconographies, mais la communication, l'une des meilleures plantes en termes de communication, même si elles sont toutes, c'est l'orchidée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle va attirer des insectes qui vont lui ressembler, elle va faire preuve de mimétisme, etc. Elle va même le tromper pour pouvoir se faire polliniser, etc. Vous voyez, il y a plein de retranscriptions que vous pouvez faire, notamment imagées, pour faire en sorte que la personne aussi, ça donne une accessibilité complémentaire à votre discours en termes de compréhension et autres. Il y avait une question par ici. Elle y est toujours ou pas? Non. D'autres questions? J'ai lu 2 livres, puis c'était bon. Je pense d'aller se balader en nature, de faire un grand trek en forêt, ça peut suffire à reconnecter on a déjà tout en nous, hein. On sait déjà tout. On doit redécouvrir. Citons Léonard de Vinci, du coup, hein, va dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Mais je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez, commencer par soi. Commencer par soi. Comprendre, enfin, accéder à sa propre complexité et, évidemment, à travers les émotions. Et du coup, être capable de se mettre en interaction dans une direction choisie, qui intéresse aussi l'interlocuteur qui va porter un projet et avec lequel on va réussir à trouver justement ce niveau d'entraide, cette empathie, cette harmonie qui va permettre de l'accompagner sur un petit bout de chemin, sans divergence, parce qu'on ne pèsera pas trop dans la balance et qu'on sera capable de l'aider à suivre sa propre voie. Mon intuition qui me guide pour accompagner les entreprises et les personnes. Oui. Ce que j'utilise beaucoup et qui est aussi une métaphore et qui est puisée dans le fin fond de l'être humain, c'est la métaphore des contes de fées. Parce que les contes de fées sont nourris et de la nature et du trait profond de l'être humain. Et c'est des images extraordinaires, travailler sur la Belle au bois dormant et le réveil, les 7 nains, Blanche-Neige, dans l'accompagnement de porteurs de projets, c'est passionnant. Oui. Et pour soi et pour les gens. Tout à fait. Et c'est facile, c'est des choses qu'on connaît par cœur, dont on ne connaît pas la portée. Et c'est un peu la même nature. C'est pas de biomimétisme, mais ça y ressemble parce que ça vient de la même source. Ça a dû l'être un jour. Oui. Merci. Ce que ça apporte aussi, c'est le côté observation. J'allais dire, pour comprendre, il faut observer, mais de manière réellement pointue. Et quand cette observation fait partie de votre ADN, notamment en tant que conseiller, vous allez aussi le transmettre aux personnes que vous allez accompagner. Mais du coup, il sera toujours dans cette sorte de super, hyper observation tout au long de son développement d'entreprise. Pourquoi? Parce que ça fera partie intégrante de son ADN. Du coup, il observera son entourage, il observera sa concurrence qui peut arriver à un moment donné. Ça lui permettra d'être hyper innovant. Il va observer ce qui va se passer sur le plan juridique. Des choses qui sont censées faire, mais que beaucoup n'intègrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. À partir du moment où ça fait partie intégrante de votre ADN, là, par contre, ça coule de source. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes, 5 bonnes minutes. Vous voulez rajouter quelque chose? Simplement que le débat peut tout à fait continuer. En ce qui me concerne, vous allez sur le site du CBIOS, vous trouverez une adresse, des informations, des rapports, des accès à Nature égale Futur et à beaucoup d'éléments qui vous permettront de continuer à vous projeter. Ce n'est pas un processus instantané que de s'inspirer du vivant, c'est une démarche et je pense qu'elle est d'autant plus fructueuse qu'elle se fait au sein d'un collectif.
en l'occurrence, oui, vous avez vos organisations dans lesquelles vous accompagnez les porteurs de projets, et puis vous avez finalement d'autres personnes qui vous ressemblent plus ou moins, avec lesquelles vous pouvez continuer à faire ça. Donc en ce qui me concerne, je suis basé à Montpellier. Je porte un projet qui s'appelle Biomimoc. C'est le nom de baptême que je lui ai donné en 2019, à savoir déployer le biomimétisme en Occitanie pour répondre à des problématiques sociétales, et donc pas que d'innovation industrielle, mais aussi, aujourd'hui, on a un fichier de contact sur la région Occitanie qui dépasse 400 contacts dans les institutions, les entreprises, des personnes qui sont intéressées, voire déjà compétentes, voire avec une offre. Si vous voulez rejoindre, je dirais, cette communauté en formation, bien surtout, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi via le site du CBIOS. Merci. Dernière question, c'est quand on accompagne quelqu'un, quels sont les arguments clés ou les mots que l'on peut dire pour l'inciter justement à s'inspirer? Quelle va être la valeur pour lui? En fait, ils nous choisissent pour ça. Moi, ils me choisissent pour ça, ils viennent pour ça. C'est sûr que s'ils veulent un accompagnement joyeux et épanoui, forcément, ils viennent te voir. C'est clair. Eh oui. Non, mais ils mettent permaculture, puis ils sont déjà un petit peu... Oui. Oui. Les personnes, ils la donnent pour eux, pour leur activité. Qu'est-ce qui va les inciter à aller au-delà? L'héritage. Qu'est-ce qu'ils laissent au monde? On a beaucoup plus d'impact sur les 45 et plus. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Et là, vous avez plein de références et vous verrez que ce sont des livres assez récents. Il y en a la moitié qui sont sortis depuis moins d'1 an. Donc ça veut vraiment dire que le mouvement est en marche dans le cadre du monde de l'entreprise. Je vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous.